Vous informez sur notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Place au sommaire. Félix Tshisekedi tient à des élections crédibles et transparentes dans les délais prévus par la Constitution. Le chef de l'État congolais se refuse d'engager le dialogue avec les terroristes M23 soutenus par le Rwanda et non respectueux des recommandations de Luanda et des résolutions de Nairobi. Tel est en résumé la teneur de son discours à la tribune des Nations Unies. Plusieurs journalistes réunis par le Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC en sigle, a tenu comme prévu son sit-in au palais de justice de Gombe afin d'interpeller Madame la ministre de tutelle en lui déposant un mémorandum qui exige la libération du journaliste Dani Boujakira et une reconnaissance des droits de la presse en RDC. L'insécurité se porte très bien dans les provinces du Congo central et du Kassai oriental. Pendant que des tracasseries routières s'amplifient sur la route de Kassangoulou, les kidnappings s'intensifient dans la ville de Mbujimayi et le village du Kassai oriental plongé dans une psychose. Comme annoncé dans le cadre du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les dirigeants du monde entier se sont réunis pour discuter des enjeux mondiaux cruciaux. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris la parole le mercredi 20 septembre 2023 pour mettre en lumière les préparatifs en cours en RDC en vue des prochaines élections a évoqué sa fermeté à ne pas négocier avec le rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Regardez. L'Assemblée will hear an address by His Excellency Félix Tshisekedi Tshilombo. À la tribune des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi a annoncé que des élections démocratiques seront organisées à la fin de cette année. Pour garantir le succès de ce processus électoral, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont déjà à pied d'œuvre. Quant à la question de l'Est avec le M23, Félix Tshisekedi a marqué sa fermeté à ne pas négocier avec ces rebelles terroristes. Ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Tout
compte fait, les déclarations de Félix Tshisekedi à la 78e Assemblée générale de l'ONU reflètent les préoccupations majeures de la RDC concernant la sécurité dans l'Est du pays, les relations avec ses voisins, en particulier le Rwanda, et sa détermination d'organiser les élections dans les délais. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Rendons-nous dans la province du Nord Kivu, à peine nommé le nouveau chef des opérations. Au Nord Kivu s'est rendu ce mercredi sur la ligne de front. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba s'est rendu sur les positions avancées tenues par les forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Goma-Kibati-Kanyamaoro-Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Image et commentaires. Au lendemain de son installation comme gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami est allé sur la ligne de front. Il s'y est rendu pour remonter le moral de troupes qui affrontent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. En dépit du cessez-le-feu en vigueur, l'armée congolaise doit être sur ses gardes pour ne pas se laisser surprendre par les terroristes du M23 qui ne cachent pas leur intention de prendre la ville de Goma. La priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. L'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Le général-major Peter Chirimwami est devenu gouverneur intérimaire du Nord Kivu au lendemain de la fusillade meurtrière de Goma qui a fait au moins 50 morts selon le dernier bilan officiel. En dépit de cet incident malheureux, le général-major Chirimwami exhorte la population de Goma à toujours avoir confiance en l'armée congolaise. Il n'y a pas un problème entre l'armée et la population. Il y a eu des incidents entre les Congolais. Et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Nous sommes des Congolais, c'est notre pays. Ce n'est pas les Rwandais qui vont venir changer la perception chez nous. Ou parce qu'il y a eu des incidents entre nous, la population ne va pas aller au Rwanda pour devenir des Rwandais. Entre nous, on va corriger, c'est entre nous, il n'y a pas de problème. Après cette visite du nouveau chef des opérations dans les Nord Kivu aux hommes des troupes, ils sont sûrement en alerte pour riposter à toute attaque des terroristes du M23. Ici de savoir qui se tiendra dans les tout prochains jours à Londres, le sommet du Royaume-Uni Afrique sur les investissements. Quels seront alors les objectifs principaux? Explication avec l'envoyé spécial de Sa Majesté le roi Charles III et du gouvernement britannique, le docteur Alastair McFall, qui a été reçu en audience par le vice-ministre des Affaires étrangères et francophonie. Écoutons-le. La République démocratique du Congo est un partenaire de premier plan non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le Royaume-Uni, qui n'envisage pas d'accueillir dans le cadre du prochain sommet Afrique au Royaume-Uni, UKAS, qui se tiendra à Londres en 2024, un pays important comme la RDC. Pour ce faire, délégué par Sa Majesté le roi Charles III et au nom du gouvernement britannique, le docteur Alastair McFall, envoyé spécial, a au cours de l'audience lui accordée par le vice-ministre des Affaires étrangères et francophonie, Crispin Bandou Panzou, révélé les termes de sa première mission. C'est ma première visite en tant qu'envoyé spécial pour le sommet d'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique. C'est la première visite ici. C'est parce que nous savons que ce pays est très important et je voudrais venir ici pour discuter les objectifs de notre sommet qui se tiendra à Londres en 2024. Et j'ai eu une discussion avec le vice-ministre des questions, des objectifs pour nous et pour
RDC. Quant à tout l'intérêt à retenir de ce rapport avec la RDC, l'Empire britannique s'accorde de renforcer certains domaines précis. Des questions financières en général, de la technologie et l'énergie renouvelable, le changement climatique et l'agritech et la position économique des femmes, etc. C'est un tournant remarquable dans les relations entre la couronne de Sa Majesté le Roi Charles avec le gouvernement du Royaume-Uni et la RDC, qui se dynamise davantage pour des grandes perspectives. Sit-in le mercredi 20 septembre devant le ministère de la Justice à Kinshasa du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RACHEC. En sigle, ces journalistes ont exigé la libération de leur confrère Stani Boujakera, directeur de publication adjoint du site d'information Actualité CDE, correspondant du magazine Jeune Afrique en RDC. Ils l'ont fait savoir dans un mémorandum déposé au ministère de la Justice et dans un échange. Et ce mercredi 20 septembre, le président de la République a dit regretter de ce qui est arrivé à Stani Boujakera. Retour sur les images. C'est une poignée de journalistes réunis au sein du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo qui a investi ce mercredi le palais de justice de Kinshasa. C'est ici que se trouve le siège du ministère de la Justice. À travers ce sit-in, ces professionnels des médias veulent faire pression sur le gouvernement à travers le ministère de Justice pour obtenir la libération de l'un des leurs. Stanis Boujakera Tchamala, directeur de publication adjoint du site d'information Actualité.cd et correspondant du magazine Jeune Afrique en République démocratique du Congo, est incarcéré à la prison centrale de Kinshasa depuis plus d'une semaine. Il lui est reproché de propagation de faux bruits suite à la publication dans le magazine Jeune Afrique d'une fausse information mettant en cause les services de renseignement dans l'assassinat de l'ancien ministre Chérubin Okende. Devant le palais de justice, les manifestants ont scandé des slogans demandant la libération de Stanis Boujakera. Les journalistes ont décidé de venir saisir le ministre de la Justice et garde des Sceaux en ce qui concerne la martyrisation du journaliste Stani Boujakera et tant d'autres confrères à l'intérieur du pays. Donc nous sommes venus exprimer notre désapprobation pour d'abord l'incarcération que nous estimons arbitraire, parce que nous ne reprochons rien du tout au journaliste Stani Boujakera, et sur le plan professionnel et sur le plan légal. Voulant faire un forcing pour accéder au ministère de la Justice, ces professionnels des médias ont été interceptés par la police, commise à la sécurité du ministère. Ils ont été informés de l'absence de la ministre de la Justice. Après un bras de fer avec la police, les journalistes ont été rejoints par un conseiller de la ministre. Il y a également le vice-ministre de la Justice qui n'est pas là. Vous êtes là et vous réclamez ce qui est de votre droit. La justice permet de venir parler afin de récupérer ces documents. Et quand le ministre sera là, je vais devoir lui déposer ça. Cependant, cette manifestation n'a pas connu une forte mobilisation des journalistes. Ce sit-in n'a regroupé que près de 30 journalistes. Une déception pour les organisateurs. C'est regrettable pour moi de constater qu'il y a à peine 4-6 confrères qui se mobilisent pour Stani Boujakera. Là où il est, c'est vrai qu'il est heureux de constater qu'il y a des confrères qui se sont mobilisés pour lui, mais en même temps, il regrette parce qu'il n'y a pas eu assez de mobilisation. Arrêté depuis le 8 septembre dernier à l'aéroport de Njili, alors qu'il se rendait à Lubumbashi, Stanis Boujakera Tchamala, qui se trouve actuellement au CPRK, attend toujours que son sort soit fixé par la justice. Répondant à une question de la presse au sujet de l'arrestation de Stanis Boujakera, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit regretter ce qui est arrivé à ce journaliste. Le chef de l'État a tenu à rassurer qu'il veille au respect des droits de ce journaliste. Et voilà, la ville de Kinshasa va bénéficier de plusieurs infrastructures qui seront construites, entretenues et réhabilitées dans le cadre du projet Kina et Lindar. Ce projet du gouvernement central initié en 2016 vise le développement multisectoriel et la résilience
urbaine de la capitale congolaise. Le premier chantier visible de ce vaste projet a été lancé le mercredi 20 septembre 2023 à Maluku pour le compte de l'Institut national de préparation professionnelle INPP au quartier Kimpoko. Regardez. Kin Elenda est un projet du gouvernement préparé et mis en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale. Il vise l'amélioration de la capacité institutionnelle des gestions urbaines et l'accès aux infrastructures et services définis. Ces projets offrent aussi des opportunités socio-économiques à Kinshasa. Dans le cadre du volet développement des compétences du projet Kin Elenda, un centre de formation professionnelle sera construit au quartier Kimpoko dans la commune de Maluku. Il s'agit d'un ouvrage qui sera géré par l'Institut national de préparation professionnelle INPP. C'est le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro, qui a posé la première pierre de construction de ces centres. Les coûts de ces travaux est évalué à plus de 4 millions de dollars américains. Et je voudrais donc profiter de cette occasion pour réitérer en mon nom propre et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo la reconnaissance de la population de Kinshasa à l'endroit de la Banque mondiale pour son accompagnement dans l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais à travers le projet Kin Elenda dans les principaux secteurs d'intervention ci-après. Résilience en eau et énergie, assainissement, mobilité urbaine, lutte anti-érosive, gestion urbaine, développement de compétences, ainsi de suite. Le travaux consiste en la construction d'un bâtiment de salle de formation d'un étage, d'un bâtiment de laboratoire d'un étage, un bâtiment pour dortoir et restaurant de 2 étages et une voirie interne. Les travaux comprennent également l'électrification du site et un forage d'eau avec un réseau de distribution. Le site sera aménagé avec des espaces verts et une zone sportive. Le contrat de construction de ces centres de l'INPP a été signé il y a 10 jours entre la cellule infrastructure, l'agence de coordination du projet Kin Elenda et l'entreprise Société Générale Congolaise. L'INPP veut mettre un accent particulier sur la jeune fille dans ces centres de formation qui sortira de terre après 12 mois. L'INPP est déterminé à développer les compétences des populations bénéficiaires du projet car nous croyons que les compétences à acquérir et à exercer sont les véritables gages d'une pérennisation dans le temps et l'espace de cette initiative. L'INPP s'engage à promouvoir l'accès des filles aux filières scientifiques et techniques, en particulier pour les filles mères. C'est la commune de Maluku, la plus vaste commune de Kinshasa, qui accueillera le premier ouvrage de ces projets. Une grande fierté pour cette commune. Le bourgmestre de Maluku a saisi l'occasion pour lancer un message à la vigilance aux jeunes premiers bénéficiaires de ce projet dans sa municipalité. Je m'adresse particulièrement aux jeunes que vous êtes. Ces projets ciblent la jeunesse. Quand j'ai pris mes fonctions, je vous avais dit que le chef de l'État prévoyait beaucoup de projets pour notre commune de Maluku. Voilà que le moment tant entendu est arrivé. Soyons vigilants pour que ce projet se réalise dans le délai comme le veulent les autorités. Nous devons nous inscrire dans tout ce qui se fait ici. Kin Elenda est financé à hauteur de 500 millions de dollars américains par la Banque mondiale dans sa première phase de 5 ans. Ces projets s'inscrivent dans un programme de 3 phases pour un montant total de 1,5 milliard de dollars américains. Et voilà, bonne nouvelle pour la population de la ville de Mbuji-Mayi. Le mardi 19 septembre dernier, un protocole d'accord pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Lubilanji 1 a été signé entre l'entreprise Kasai Power Industries et le gouvernorat de province à l'initiative de l'autorité provinciale Julie Kalinga à Kabongo. Image et commentaire. Il s'agit d'un contrat de concession que cette entreprise a reçu depuis le 20 juillet dernier de l'autorité de régulation de l'électricité après avoir répondu aux exigences pour exploiter la centrale de Lubilanji 1 afin de donner de l'électricité à la ville de Mbuji-Mayi. Une fois réhabilitée, la centrale produira 10 MW en premier lieu
avant la finalisation du projet complet estimé à 37 MW sur tous les sites Lubilangi 1 et 2. Les travaux de réhabilitation seront exécutés par la compagnie autrichienne spécialisée dans les machines, turbines et génératrices électriques Global Hydro pour une durée de 15 à 18 mois. Une visite sur les sites est envisagée par les deux parties signataires de ces contrats pour une étude de faisabilité des lancements de travaux de réhabilitation dans les heures qui viennent. On vient sur l'invitation de Maman Gouverneur pour procéder aux échanges des documents de la concession qui nous a été accordée par l'ARE ici présente le 20 juillet. Donc nous sommes venus discuter avec Maman Gouverneur pour la tenir informée du projet et qu'elle sache exactement qu'est-ce qui va se passer. Le projet en question, il s'agit de la réhabilitation de la centrale de Lubilangi 1 appartenant à la MIBA, sur laquelle nous avons donc obtenu une concession de production. Il s'agit d'un contrat de partenariat sur lequel notre compagnie va exploiter la centrale de Lubilangi 1 pour donner de l'électricité à la ville de Mbuji. Le contrat de concession nous délivré par l'ARE le 20. Les termes de référence, c'est simplement, après avoir répondu à tous les termes pour obtenir l'avis favorable sur appel d'offres de l'autorité de régulation, les termes nous obligent à faire un travail excellent, de pouvoir réhabiliter l'ensemble de l'électromécanique de la centrale. La durée de mise en place du projet est de 15 à 18 mois. Cette centrale produira 10 MW. Le projet complet est de 37 MW sur le site, mais nous n'avons qu'une seule concession depuis le 20 juillet, donc nous sommes tenus à ne produire que sur cette centrale-là 10 MW. La centrale hydroélectrique de Lubilangi 1 est installée à proximité de la rivière Lubilangi qui est située à Bakwaboa dans le territoire de Katanda à plus de 30 km au nord-est de Mbuji-Mayi. Cette unité de production de l'énergie électrique est une propriété de la minière de Bakwanga et Enerka qui est sa filiale chargée de gérer et de commercialiser cette énergie. Avec ces nouveaux projets qui s'ajoutent, il y a espoir de chasser l'obscurité sur toute la ville de Mbuji-Mayi d'ici quelques mois. Restons toujours en Mbuji-Mayi. Depuis quelques temps, dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, le phénomène du kidnapping s'est intensifié. Au début, cette menace était perçue comme mineure, mais vu la fréquence des cas, elle est devenue au fil des mois une préoccupation majeure pour la population, notamment pour les jeunes qui sont devenus les principales victimes de ces actes effroyables. Aperçu de la situation dans cet élément. Depuis la reprise scolaire, la peur est permanente. Les parents sont inquiets pour leurs enfants face à ce fléau du kidnapping qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Jadis concentrés à Mbuji-Mayi, les enlèvements se sont désormais étendus à presque tous les villages avoisinants comme à Nganajika où les kidnappings sont devenus courants. La société civile du Kasaï oriental confirme l'ampleur du phénomène. Elle rappelle également l'arrestation récente des présumés kidnappeurs qui ont été présentés publiquement. Cependant, aucune information sur leur devenir n'a été communiquée alors que les enlèvements continuent malgré tout. Dans les territoires de Lupatapata et Tshilenge, la peur est omniprésente. Le président des sociétés civiles locales informe que des campagnes de sensibilisation sont organisées quotidiennement pour alerter parents et responsables d'établissements scolaires. Leur message est clair. Restez vigilants face à ces enlèvements qui sont perpétrés de manière de plus en plus discrète et sophistiquée. Tout le monde est mobilisé. Rendons-nous cette fois-ci de la province du Congo central où les motocyclistes effectuant le transport en commun dans le territoire de Kassangoulou dénoncent les tracasseries dont ils sont victimes de la part de policiers de circulation routière. Ils évoquent les problèmes de plaques d'immatriculation alors qu'ils ne savent où s'en procurer. Ils sollicitent l'implication des autorités attitrées de la province du Congo central pour résoudre cette situation qui met en difficulté l'exercice de leurs activités de transport en commun dans cette partie de la province du Congo central. Reportage. Nous sommes sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kinshasa-Matadi. Ce territoire du Congo central est la première porte d'entrée dans cette province quand on vient de Kinshasa. Ici,
le principal moyen de transport est la moto. Cependant, les motocyclistes qui travaillent dans ce territoire font face à plusieurs tracasseries. La pomme de discorde, c'est la situation des plaques d'immatriculation de leurs engins. Les tracasseries sont fréquentes à Kassangoulou, surtout avec le malentendu qui perdure en rapport avec le plaque. Les groupes qui avaient mis à notre disposition le plaque n'avaient pas lancé des contrôles et on n'a même plus de traces sur l'équipe. Voilà qui justifie le fait que plusieurs conducteurs de motos n'ont pas pu s'en procurer car n'ayant pas des sources dignes et même des services fiables où ils peuvent acheter. Et nous évoluons dans ces désordres. Le centre de Kassangoulou est construit autour de la route nationale numéro 1 qui quitte Kinshasa pour Matadi. C'est aussi l'unique route en bon état. Le territoire manque de routes secondaires praticables, ce qui dénonce les habitants. À Kassangoulou, les difficultés sont énormes. Le problème des routes, si on peut circuler facilement, c'est parce qu'on est encore pendant cette saison sèche, mais avec les pluies qui s'annoncent, on aura des difficultés de rouler. Les routes sont inondées et nous sommes obligés de créer nos propres routes secondaires pour passer. La réhabilitation ou la reconstruction de routes intérieures à Kassangoulou est plus qu'indispensable. Dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires, il est prévu la construction et la réhabilitation de routes dans les différents territoires du pays. Kassangoulou pourrait en ce moment-là bénéficier des routes secondaires praticables. À présent, rappel de titres. Félix Tshisekedi tient à des élections crédibles et transparentes dans les délais prévus par la Constitution. Le chef de l'État congolais se refuse d'engager le dialogue avec les terroristes M23 soutenus par le Rwanda et non respectueux des recommandations de Luanda et des résolutions de Nairobi. Tel est en résumé la teneur de son discours à la tribune des Nations Unies. Plusieurs journalistes réunis par le Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC en sigle, a tenu comme prévu son sit-in au palais de justice de Gombe afin d'interpeller Madame la ministre de tutelle en lui déposant un mémorandum qui exige la libération du journaliste Dani Boujakira et une reconnaissance des droits de la presse en RDC. L'insécurité se porte très bien dans les provinces du Congo central et du Kassai oriental. Pendant que les tracasseries routières s'amplifient sur la route de Kassangoulou, les kidnappings s'intensifient dans la ville de Mbujimayi et le village du Kassai oriental plongé dans une psychose. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette grande édition du journal. Bonne suite du programme sur Mandico Télévision. Au revoir.